I don't care. Feelings of being a loser, getting lost in pain. That's me now. I miss your words, I miss you too. I miss the light in the silent sky. Oh no, it's a black hole now. How could I breathe again? Live is my biggest fear without the key in your hand. Useless. I wonder how I could become a hero. Useless. I don't want you again. T'as pas été en transe là? Un peu quand même, hein? Les poils, Quand même, voilà. C'est très beau et très fin. Et donc toi tu es le maître de l'instrument, j'ai lu ça partout, donc pourquoi Le prince. Le prince. Maître ou prince, ça me Expert. Mais je joue cet instrument, je peux faire sonner l'instrument. Peut-être c'est pas donné à tout le monde, c'est ça? En fait, à Madagascar, il n'y a pas que moi qui joue. Hein. Donc, moi je suis, comment dirais-je, un missionnaire pour faire connaître cet instrument, mais l'instrument appartient aux Malgaches parce que c'est un instrument traditionnel, le symbole artistique du pays est devenu patrimoine. Donc voilà, c'est patrimoine de Madagascar. Donc pour cela que j'ai mis un petit peu Pinks Madagascar. Ouais. D'après ce que j'ai lu sur toi, il faudrait rajouter que on peut se nourrir aussi de tout ce qui sort des mains de Rajeri. Parce qu'il paraît que ta musique, elle donne à manger aux enfants, elle soigne les malades et elle fait même pousser les arbres. C'est un véritable messie. Oui. Et comment tu fais? Oui, parce Juste que, avec ça. bon, déjà, en voyant l'instrument, Oui. hein, C'est un arbre. ça c'est quand même, c'est une philosophie. Donc voilà, le bambou c'est naturel. Hein, ça pousse dans la forêt. Ou dans un endroit où il y a quelques bambous. Donc, on voit les cordes. Et là, chaque corde, moi j'ai essayé de développer quelque chose. C'est-à-dire, là, ici, par exemple, il y a une note. Je me suis dit, je pense, j'ai envie de faire quelque chose avec cette note-là. Ça peut soigner les gens dans l'hôpital psychiatrique. Parce que cet instrument m'a guéri. Et là, il y a une autre note. Je me suis dit, c'est peut-être super aussi de monter un festival de musique vivante de Madagascar. Et là, ça domine un peu la basse. Oh, il faut vulgariser l'enseignement de la vallée, etc., etc. Et pour revenir à l'arbre de vie, par exemple, c'est bien de planter parce qu'on coupe les bambous. Oui. On sait que quand on coupe un bambou, il y en a 10 qui poussent. Mais moi, je pense aussi qu'il faut continuer à planter. Il ne faut pas attendre les bambous qui poussent. Il faut planter. Donc voilà un peu la philosophie et le principe, mais quand même,
il faut dire aussi que c'est bien de laisser quelque chose super durant notre passage sur Terre pour avoir une tête tranquille quand on part. Ouais, mais la musique, ça s'évapore. Même s'il y a des supports CD, il y a YouTube, il y a la télé. C'est pour ça qu'ils plantent des arbres. La musique, ça s'évapore. Hmm. C'est intemporel, la musique. Chez nous, parce que moi j'en profite aussi de vous expliquer un peu comment on utilise la musique chez nous. C'est comme en Afrique. La musique, c'est un moyen aussi de faire la prière. En fait, on accompagne la prière avec la musique. Parce que notre philosophie, c'est le Dieu créateur de l'univers, la terre, tout, l'esprit des ancêtres et les vivants. Donc, les vivants, ils font la musique pour accompagner la prière. Et c'est l'esprit des ancêtres qui amène encore cette prière au Dieu tout-puissant, Dieu créateur. Donc, c'est fabuleux d'utiliser la musique comme ça. Mais, en même temps aussi, comme on connaît tout le monde, la musique, c'est un langage universel quand même, sans parler en quelque sorte. Et un artiste comme moi, ça me fait du bien comment dirais-je, de faire cette mission missionnaire, de faire connaître Madagascar d'abord, et aussi la culture, les diversités culturelles du pays, la musique vivante et aussi cet instrument. Donc aux multiples fonctions, la musique, c'est fabuleux, voilà. Ça contribue donc au transport de l'âme, quoi. C'est un élément spirituel et oui, de l'alchimie humaine. Là, parce que cet instrument, on l'utilise beaucoup dans les cérémonies rituelles, comme en Afrique, les instruments traditionnels. Et la vali joue un rôle très important aussi dans les rites traditionnels. Donc voilà, bon, magnifique. Il disait justement que c'était un instrument universel, enfin la musique était universelle. Mais pour un autre instrument africain qu'on connaît bien, qui est le balafon, là, il y a des gammes pentatoniques, heptatoniques, comment ça se raccorde à une musique, autre musique qu'on connaît, quoi. Donc, la vali, je précise, c'est un instrument diatonique. C'est un instrument diatonique. Mais avant, c'était pentatonique aussi. C'est normal. Ça me semble normal et logique. Et tu veux dire les valis plus anciennes sont pentatoniques? Oui. Et après, c'était évolué. Mais avant, il n'y avait pas des cordes métalliques. Donc, on soulève l'écorce même du bambou et on met les cales. Oui. Et ça donnait un petit peu une sonorité un peu mate. Donc, on utilise aussi cette vallée-là. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des musiciens qui jouent avec cette forme ancienne, quoi. Mais j'en profite quand même aussi de vous expliquer un peu l'instrument parce que c'est très important. Là, comme vous le voyez ici, l'instrument se divise en 3 parties. Ici, c'est la tête. Là, c'est le corps, entre les deux naturels. Et dans le corps de l'instrument, on trouve les cordes, les chevilles fixes, mobiles, pour accorder l'instrument. Et ici, c'est le pied, pour tenir. Donc, les cordes, c'est fixé à l'aide des clous sur les 2 nœuds. Voilà. Et ici, au milieu, il y a une fente. On a fait exprès pour le son. Et sous format rosace, comme la guitare. Mais avec cet instrument, c'est comme ça la rosace.
D'accord. Bon, moi j'ai 18 cordes, à peu près 2 octaves, en général, avec cette forme. Donc, le nombre de cordes varie selon la dimension du bambou. D'accord. Voilà quoi. Mais en général, les valiers à jouer, il faut 2 octaves. Minimum 16, 17 cordes. Pourquoi tu as choisi 18, toi? Parce que tu aurais pu prendre 21, parce que Non, voilà. parce que c'est la dimension du bambou. Sur celle-là, on pouvait pas mettre plus que... Non. Mais tu aurais pu prendre un bambou plus gros. Ouais. Mais bon, j'ai choisi ça parce que, en fait, aussi pour moi, il faut que la distance entre les 2 cordes soit vraiment 1 centimètre ou... Adapté à la technique de... Comment on choisit son bambou? On va dans la forêt, on se dit... Allez. Là, en fait, la fabrication de valises, c'est vraiment une chaîne. Ah, ok. Donc, il y a des gens, des paysans, D'accord. qui coupent les bambous. Mhm. Et c'est eux-mêmes qui choisissent les bambous. Mais il y a une tradition pour couper les bambous. Il ne faut pas couper en pleine lune. Alors Parce là, que, on va en discuter. oui, chez nous... Attention, il y a l'astronome là qui commence à... Que vient faire la Lune dans cette histoire de... En fait, selon l'histoire, quand on coupe les bambous en pleine lune, donc ça ne dure pas longtemps. Donc les vers attaquent vite le bambou. Donc les paysans, ils coupent en respectant cette... Ça, tu vas lui mettre un peu de rationalité scientifique, je sens. Non, je pensais qu'il fallait pas couper les bambous les soirs de pleine lune parce qu'on était vus. À ce moment-là, on nous voyait couper les bambous. Ah, d'accord. Il y avait les soirs où il y avait Non, mais donc ça me paraît une explication. l'influence des vers par la pleine lune, alors Non, c'est n'importe quel bois Laissons parce que poursuivre, voilà. Ah bon à Madagascar, même, même les bois pour la maison, pour construire la maison, on ne coupe pas en pleine lune. Mais l'évolution, il y a des gens qui respectent, il y a des gens qui ne respectent Bon, pas. on est dans le domaine de la légende, on est bien d'accord. Voilà. Voilà. Donc, De il y la a- croyance. De la croyance. Mais alors attends, parce que la question de départ, parce que moi j'ai entendu en effet que en Afrique souvent, le choix de l'arbre, tu vois, souvent le musicien, moi j'ai entendu des légendes comme quoi il allait marcher dans la forêt et en effet l'arbre allait dire, voilà, prends-moi, c'est moi que tu dois prendre. Donc est-ce que là, n'importe quel bambou peut faire une bonne valise ou bien justement il y a un choix, tu vois, est-ce qu'il y a... Non, c'est pas n'importe quel bambou. Déjà, le type de bambou, il y a d'autres bambous qu'on ne peut pas aussi fabriquer la valise. Donc, il y a des types de bambous au Madagascar. Donc, les paysans, ils savent très bien quel type de bambou qu'il faut prendre. Donc, ils maîtrisent A jusqu'à Z. Et après la coupe de bambou, il amène au village, il met à l'ombre pour faire sécher. Et après, il coupe pour avoir la taille. Et après, il embarque dans un autre village. Et il y a une autre personne, d'autres villageois, qui cherche, qui rachète. Et après, il remonte en ville. C'est là où on achète les bambous et on amène à l'atelier et on fabrique les valises. Moi, ce qui m'a étonné l'autre jour, parce que je pensais que l'instrument avait une durée de vie, parce que bon, le bambou, je pensais pas que c'était aussi solide que n'importe quel arbre, quoi. Et du coup, quand tu as dit que tu as la valise depuis 1994, tu vois, je pensais que tu changeais de valise tous les ans ou tous les 2 ans. Non. Voilà. Parce que, en fait, pour que la valise dure longtemps, il faut que le bambou soit sec. Et moi, ce bambou-là, c'est un vieux qui m'a choisi. Et c'était un bambou sec déjà, sur place, à l'endroit où ils ont coupé. D'accord. D'accord, il avait déjà C'est séché pas sur pareil. pied, c'est ça? Comme ça, on sait que ça ne va pas évoluer au cours du temps. Parce que moi, j'ai ramené une valise de Madagascar et en effet, le bambou a gonflé. Oui, Tu vois, parce il s'est que déformé. ça rencontrait le froid, la chaleur. Ça peut changer aussi, ça peut bouger. Et moi, il m'a choisi ça parce que j'ai lui demandé si c'est possible. Donc il m'a ramené 4 et moi j'ai choisi ce bambou-là pour faire ma valise. Et avant de choisir, tu l'as écouté, tu l'as fait sonner? Oui. c'est ça? En fait, on prend le bambou, on prend comme ça et après on tape par terre le bambou. D'accord, donc tu as vu, Déjà, tu attends la résonance. tu vas écouter sa qualité sonore déjà. Sans corde, sans rien, Sans déjà, corde, on sans sait rien. s'il Et vibre tu sais bien ou pas. que ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Même sans l'ouvrir.
Moi, je sais ça. Je sais. J'ai vu il y a quelque temps un documentaire en Suisse, ils ont une grande forêt d'épicéas. Et en fait, il y a un gars qui est cueilleur d'arbres. Et en fait, son métier, c'est d'aller choisir les arbres qui vont être les plus adaptés pour le bois de lutherie. C'est un peu le travail des paysans. Et en fait, il y a un arbre sur 1000 qui est adapté. Et en fait, il a un savoir, il est dans la forêt depuis l'âge de 5 ans. Là, c'est drôle parce que ça fait 15 ans qu'il est à la retraite. Et en fait, tous les matins, il enfile son manteau, il prend son scooter et il va continuer à faire son métier. Il dit non, mais moi, je travaille dans la forêt, je ne vois pas pourquoi je vais m'arrêter. Et donc, il a commencé à transmettre un luthier. Parce que le gars a essayé de comprendre. Donc, il y a plein de paramètres pour faire que, voilà, cet épicéa-là, ça va faire un bon bois de lutherie, quoi. Et celui d'à côté, non. Mais bon, c'est une espèce de science. Ça, c'est un savoir, c'est une intuition aussi. Voilà. Avant, on peut se tromper, on peut avoir un instrument qui va. Mais là, par exemple, il y a une partie qui est vernie, une partie qui est nue, parce qu'on voit. Parce qu'en fait, moi, j'adore. Bon, ça, c'est pour protéger le deuxième écorce, parce qu'on a enlevé la première écorce. En fait, c'est d'un côté aussi, c'est esthétique, mais j'étais pas obligé d'enlever. Mais pour l'esthétique. Donc moi j'ai enlevé la première écorce et j'ai mis un petit couche de vernis pour protéger. Mais là par contre ici, j'ai gardé tel quel. J'ai gardé. Là c'est pas vernis là. Non, c'est brut. Ouais, d'accord. Fitafiavane masaka maniraka nane pitana na murtsirake nichmana na untiraka takale pampayende nawa nichmana utave ye fransa ya atu fransa ya atu fransa zuke pandau pitanane atu fransa ya atu fransa nene pandau dia kantike atu fransa ya atu fransa tato patunga taune atu fransa ya ni fula ftati er kupanaro saina machilfen faina patana tomade isauche titana kuania pantu dano zava mair mautaradi atu fransa ya atu fransa ya atu fransa zuke pandau tanane atu fransa ya atu fransa nene pandau dia kantike atu fransa ya atu fransa tato patunga taune atu fransa Et là, par exemple, en arrivant en Europe, donc pour ces jours-ci, il n'y a pas de problème de fluctuation, de son, il est complètement stabilisé là. Stabilisé. J'ai rencontré, il y a un moment, cet été par exemple, moi j'étais en Hollande, au festival Africa Festival à Heerteme, et il faisait très chaud déjà, ça commençait, et le soleil ça tapait parce que c'était pas... On a joué vers midi, quoi. On est surpris qu'un malgache nous dise qu'il fasse très chaud en Hollande, mais enfin bon. En été. Parce que en fait, le soleil tapait sur scène. Donc, j'ai eu quand même, j'ai du mal pour accorder l'instrument. Mais pour cela que, vive la technologie aussi. Hein, j'ai un coupe-son, j'ai un accordeur, donc... j'ai vu qu'il y a une note qui va pas, j'ai attendu, les musicos aussi attendu, donc on fait signe, clin d'œil et tout ça, j'ai accordé après, vite fait quoi.
en parlant, Mhm. en présentant les chansons. Donc j'en profite aussi à accorder l'instrument vite. Là, tu as des pièces détachées, tu as des cales de calebasse dans ta housse? Si tu en perds une, là, t'es embêté? Bien sûr, Ah ouais. bien sûr. Il y a toujours des recharges. Une sorte de rechange. Mhm. Et moi, je voudrais savoir si cet instrument, il a juste un rôle traditionnel, c'est-à-dire là, tu vas en jouer tout seul, etc., ou s'il est incorporé dans d'autres formations musicales très contemporaines, comme on peut voir ici, on injecte dans des groupes rock des instruments qui n'avaient rien de rock au départ, mais de temps en temps, on a une petite intrusion comme ça pour... Voilà. Est-ce qu'on trouve cet instrument ailleurs? Et oui, et en ce qui me concerne personnellement, c'est ma philosophie. Parce que l'instrument reste encore incognito. C'est un instrument traditionnel. Et moi, déjà, depuis les débuts, c'est-à-dire dans les années 80, parce que moi, j'ai commencé à jouer cet instrument en 1980. En 83, j'étais déjà sur scène. À l'époque, j'ai constaté aussi que la majorité des joueurs de Wally, ils jouent presque la même chose, la même technique. Je parle de musiciens de le plateau. Donc, c'est la capitale, quoi. Et moi, j'ai essayé, je me suis dit, pourquoi on fait la même chose? Donc, moi, je voulais déjà, à l'époque, trouver mon chemin. C'est-à-dire, amener cet instrument aussi, sortir un peu de l'habitude, quoi. Et moi, j'ai creusé un peu mon chemin. Mais en respectant quand même cette manière, cette technique, méthode traditionnelle. Et après, j'ai essayé de faire d'autres choses, jouer d'autres musiques, et qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et par exemple, en montant ce projet, Trois-Mâts, donc Palaké, il jouait Sakora c'est accordé en Fa, et Mavali c'est accordé en Sol, le oud est chromatique, donc comment on fait pour justement pour mixer tout ça. Et c'est là. Donc j'ai déjà joué aussi dans un groupe qui s'appelle Faubourg de Boignard. C'est un groupe qui véhicule la musique de Morvan, 7. Et donc ça m'a ouvert aussi la porte. Et c'est une ouverture pour moi. Donc en fait, moi je reste pas dans le côté vraiment musique vivante, mais j'amène aussi la Wally sortir un peu. Parce que je fais du jazz. Il y a des trucs aussi que j'ai fait avec, j'ai enregistré quelque chose avec Omar Souza, le pianiste. Ouais. Et par exemple, il y a un moment aussi, lors du passage du chanteur et musicien du rock français, Louis Bertignac, il était passé à Antananarive. Donc on a fait des trucs improvisés, mais il m'avait demandé par exemple de jouer Wonderful Tonight avec lui. Et de Clapton, on a fait. Tu sais, un petit bout de Wonderful Tonight là. Non, parce qu'il ne veut pas te croire, tu racontes comme ça, machin, Louis Bertignac comme ça. Non, je vois bien qu'ils sont sceptiques là, tu vois là. Donc, ça semble léger là, ça c'est challenge. Tu n'as pas le jouer tous les jours, mais là en tête. En fait, moi je pense aussi qu'en tant que musicien, on n'arrête pas à chercher, on n'arrête pas à écouter les mélodies du monde, la musique de cette planète.
Et moi, j'ai toujours curieux d'interpréter des chansons comme ça. Et en plus aussi, à Madagascar, dans les années 90, hein, quand j'ai décidé de vivre avec la musique, hein, plus précisément en 92, où j'ai monté le groupe Radzir. Et on a travaillé dans les boîtes, dans des hôtels, et dans les hôtels, des restaurants et tout ça. Il fallait jouer les chansons à la demande du client. Oui, la pop internationale. Donc en fait, en quelque sorte aussi, c'était une école. C'était une école pour sortir un peu cette habitude dans la musique traditionnelle, et qui nous a donné aussi vraiment une opportunité de connaître d'autres musiques. Par exemple, moi, j'ai pas aimé du tout le rock. J'ai pas aimé du tout. Dans les années 80, début 90, etc. Mais quand j'ai rencontré un musicien, un ami français, et c'est le président de l'association Les Amis de Radzir, il s'appelle Didier Blin, il est bassiste aussi, et il m'a fait découvrir le rock autrement. Parce que chez nous, c'est autre chose aussi. En fait, le musicien, il interprète autrement aussi le rock. Donc, moi, j'ai pas de critiques à faire, hein, mais c'est juste question de goût, quoi. Et moi, il m'a fait découvrir beaucoup de musiciens du rock, par exemple, comme Pink Floyd. Pink Floyd. Désolé, hein, déjà. Tu sais, c'est les premiers disques que j'ai achetés, c'est les disques de Pink Floyd. Hein. Ça fait plaisir que c'est Pink Floyd. Des bluesman, comme Bob Dylan. J'ai découvert, comment s'appelle, bon, j'ai déjà écouté leurs chansons à la radio. Comment s'appelle les groupes anglais, là, très connus, Beatles. Rolling Stones. Ouais. Donc, j'ai découvert beaucoup de musique. Il n'y a pas de limite pour toi, tu pourrais jouer de cet instrument n'importe quelle autre musique en t'adaptant, etc. Mais il n'y a pas de limite particulière. Oui, mais en sachant aussi que cet instrument reste diatonique. Ça c'est le côté technique et très important de connaître ça. Donc, mais dans les diatoniques, on connaît. Il y a les diatoniques mineures, il y a les diatoniques majeures, donc on peut exploiter ça. Mais moi, personnellement, je peux aussi jouer d'autres tonalités en changeant, évidemment, la tonalité en glissant les chevilles, bouger les chevilles, quoi. C'est la mécanique. Est-ce qu'on peut imaginer une formation de plusieurs valis avec des tonalités différentes? Je pense à Bassekou au Mali, où il y a des ngoni, une guitare 3 cordes, où il y a des ngoni basses, médium, aigus, etc. Ils sont 5 sur scène qu'avec des ngoni. Est-ce qu'on peut imaginer ça avec cet instrument? C'est pas imaginé, mais c'est déjà fait. C'est ce qui me semblait. Il y avait un orchestre de Vali en 1930. À 31 plus précisément. Donc c'est le premier orchestre de Vali, avec les Vali en écorce. Les cordes, c'était pas les cordes métalliques. Ça, c'est le premier orchestre de Vali qui existait à Madagascar. Et c'est moi qui ai monté le deuxième orchestre de Vali en 1991. Par mes étudiants et d'autres joueurs de Vali et d'autres luthiers aussi, parce que moi j'ai mélangé un peu pour qu'on puisse avoir des expériences et des manières de voir les choses, quoi. Et ça existait. Mais cet orchestre il existe encore, mais juste en stand-by pour plusieurs raisons, indépendamment de notre volonté, quoi. Est-ce que tout à l'heure tu parlais de la Vali, là tu disais il y a beaucoup de joueurs dans les hauts plateaux. Est-ce que la Vali c'est un instrument qu'on trouve dans toute l'île de Madagascar, ou bien il y a quand même une zone où ça va être plutôt cet instrument-là au départ? En fait, je parle d'abord de la forme et la typologie de l'instrument. Donc on a 3 types de Vali. Sous forme cylindrique ou tubulaire en bambou, on trouve dans l'eau plateau. Et les autres formes en parallélépipède en caisse, on trouve dans des endroits où il n'y a pas de bambou. C'est ça, il n'y a pas du bambou partout en fait. Dans le sud, l'ouest de Madagascar. Et il y a d'autres formes un peu particulières,
semi-tubulaire en tôle. On trouve sur le côte est, Mhm. dans une région qui s'appelle Ambatondrasak. Mhm. Et voilà. Donc ça veut dire que l'instrument il est populaire de différentes façons dans toute l'île en fait. On va trouver différents types de valises. C'est un instrument national. Mhm, Et mhm. pour cela que je disais auparavant, cet instrument, c'est l'emblématique de Madagascar et est devenu le patrimoine culturel Mhm. du pays, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et après, pour nous, c'est notre Ce richesse. qui va varier donc d'une région à l'autre de Madagascar, c'est pas l'instrument, mais c'est les rythmes, c'est les mélodies, c'est ça? En fait, à Madagascar, comme on connaît, on a 18 ethnies. Chaque ethnie a leur tradition. Donc, à leur rythme aussi. Mhm. Et le plateau a un style avec la vallée. Mhm. Et surtout, on utilise les... Bon, techniquement, je parle techniquement, on utilise beaucoup les diatoniques majeurs. Mais dans les côtes, c'est les mineurs. Donc, c'est pas pareil. Mhm. En majorité, c'est pas pareil. Donc, on joue souvent en tonalité mineure, beaucoup de répertoire. Tu peux nous faire juste un petit bout pour qu'on distingue justement entre la musique des hauts plateaux et Là, par exemple, je joue comme ça, hein. Mhm. Un air vraiment traditionnel de le plateau. Si je pars un peu dans la partie nord-ouest de Madagascar, donc c'est les 6-8, Ouais. voilà, donc ça varie. Mhm. Donc il y a d'autres endroits aussi, il y a une autre manière aussi de jouer la vallée. Mhm. Donc moi, il y avait un moment où j'ai fait un peu le tour de l'île pour comprendre et savoir évidemment vraiment la musique, Tu le fais rythme du collectage un peu ou exact Mhm. de Madagascar. Mhm. Et pour cela que j'ai trouvé la nouvelle appellation de la musique malgache, musique vivante de Madagascar, parce qu'on ne peut pas définir la musique malgache. On a une diversité énorme, Oui. du nord au sud, c'est pas pareil du tout. Donc on ne pourra jamais définir la musique malgache. Tu essayes de faire un peu la synthèse de tout ça. Voilà. Quand même pas. Oui, et la musique vivante, pour moi, c'est une nouvelle appellation, c'est pas une définition. Et c'est quoi? C'est la musique traditionnelle et folklorique. Ça, c'est la racine. Et en secondo, l'évolution de cette musique traditionnelle et folklorique dans le temps en utilisant des instruments modernes, comme la guitare. L'accordéon était adapté aussi comme instrument traditionnel chez nous parce qu'il y a les accordéons diatoniques, les violons, il y a plein de choses, quoi, plein d'instruments. Et il y a une autre aussi, c'est ce qu'on appelle les dérivés de la musique traditionnelle. Parce que moi je suis un musicien de le plateau. Là par exemple, j'ai interprété un peu l'air du nord-ouest de Madagascar, mais c'est pas exactement la même. J'ai inspiré de la musique du nord et j'ai composé. Mais c'est pas pareil comme les Si musiciens quelqu'un du là-bas. Nord jouait Quelqu'un ici, du on Nord qui verrait joue. une petite... Il y a une différence. Mais Avec ta on sensibilité. oui, on sent les rythmiques et la couleur. On sait tout de suite. Mhm. Ouais, que ça vient de là-bas. Et la dernière, c'est l'ouverture de la musique malgache. C'est-à-dire, en tant que musicien,
On écoute des mélodies du monde, des rythmes du monde, etc., etc. Mais en respectant cette figure rythmique. Parce que sinon, on ne connaît pas que ça vient de Madagascar. Et aussi la couleur. Parce que nous, on a notre couleur musicale. Et vous le savez très bien, quand vous partez à l'île Maurice, vous connaissez le... Ah, ça c'est Sega. À La Réunion, ça c'est Maloya. Que ce soit rythmique ou la couleur, on connaît tout de suite. On part en Afrique, au Mali par exemple, on connaît, ah ça c'est musique malienne. Parce qu'il y a la couleur, il y a aussi les rythmiques. Est-ce qu'on trouve cet instrument autour de Madagascar, dans l'océan Indien, voire plus loin encore? Ou c'est vraiment que à Madagascar? En fait, il y a aussi l'instrument similaire en Indonésie, en Philippines. Mais moi je trouve aussi que moi je suis plus dans cette optique-là, parce que donc déjà, s'il y en a là-bas, tant mieux. Je suis content parce que la vallée commence à avoir une ampleur internationale. Bah, parce qu'il y a aussi des bambous et qu'il y a sûrement d'autres peuples qui ont eu l'idée de... En Asie, voilà. Et tant mieux s'il y a d'autres vallées. Ça s'appelle des vallées aussi là-bas? Non, c'est peut-être un autre nom. Voilà. Est-ce qu'il y a des emprunts? Parce que en Europe, on voit arriver des instruments qu'on utilisait en Afrique initialement, des formations, le djembé, le balafon, on voit des instruments irakiens, indiens, etc. Mais j'ai jamais vu en Europe un Européen qui soit allé chercher cet instrument pour l'incorporer dans une formation ici. Tu as des... Il y en a, hein. Il y en a? Il y en a. Je cite un exemple concret. Il y a Paddy Bush. Paddy Bush est le frère de Kate Bush, qui joue la vallée. D'accord, ouais, il joue la vallée en caisse. Donc c'est un musicien comment dire, amoureux de Madagascar, la musique malgache, et en particulier cet instrument, mais sous une autre forme. Donc il y a aussi un Norvégien, il s'appelle Anders Ronningen, qui a fait une tournée avec moi en duo. Il joue la vallée. Il parle malgache couramment. Il y a aussi un Américain qui... Donc c'est... Il y a quelques artistes qui... Quelques artistes qui utilisent cet instrument, qui intègrent dans leur... C'est-à-dire que si on veut apprendre la vallée, il faut aller à Madagascar, quoi. Il n'y a pas beaucoup de profs en dehors de Madagascar, j'imagine, ou de tradition. Et... En fait, Anders Ronningen, le Norvégien, il n'a pas appris la vallée à Madagascar. Il a acheté une vallée et... Il a appris un autodidacte. Donc c'est comme moi, j'ai appris la vallée à l'autodidacte et... Comme toi, mais justement, t'es venu naturellement à la vallée? C'est la vallée qui est venue à toi, qui t'a aspiré Non, ou c'est parce que tu avais envie de devenir musicien? Comment ça s'est passé au début? La genèse du... Mon histoire est vraiment longue. Pour commencer. Mais en résumant, moi je suis fait partie d'une famille paysanne. Et on était 9, 7 frères et 2 sœurs. Et mon frère aîné, il jouait la flûte. Il jouait aussi cet instrument. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert cet instrument aussi. Quand j'étais petit. Et j'ai tombé amoureux de cet instrument. Je l'ai vu tout le temps jouer. Et nous, notre méthode dans la campagne, quand on était petit, c'est que il n'y a pas d'école. Ça c'est clair, il n'y a pas d'école de musique. Mais notre méthode, c'est de regarder, écouter, enregistrer. Méthode africaine. Très efficace. Hein. Très efficace. Pas mal comme méthode. Mais après, quand même, il fallait apprendre un peu la notion préliminaire de la musique, parce que l'oreille, ça suffit pas. Moi, je trouve. Ça suffit pas l'oreille. Et peut-être qu'on y vient après, on commence par l'oreille et puis après... Oui, l'oreille d'abord, et après, méthode traditionnelle, et après... Ça veut dire que quand tu as travaillé le solfège, ça veut dire quoi quand tu dis ça là? En fait, notion préliminaire. C'est quoi que tu appelles les notions préliminaires? Mon ami Hervé Lapalu, il commence à
il veut fouiller la Non, mais ça m'intéresse. Ah ouais, moi, je trouve ça très intéressant de savoir. je ne sais pas. Non, ça non, a non, l'air non, de c'est- soulever. Non, 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 non. Parce que déjà, pour connaître que cet instrument est diatonique, il faut apprendre quand même. Donc le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les 7 notes, et après les notes chromatiques, etc. Donc ça m'a permis par exemple comment dirais-je, d'identifier où sont placées les notes, et après inventer une méthode simple comme tablature. Donc moi j'ai mis 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est l'octave, et après il me restait à faire que les combinaisons de pincées, etc., pour former les accords, etc. Donc il faut quand même avoir une petite notion pour pouvoir former les accords, parce que sinon on ne peut pas. Donc par exemple, avec cet instrument, il y a beaucoup de tierces. Et comment on fait pour... Donc il faut apprendre. Non, mais en fait, il pose la question parce qu'il est très intéressé par l'apprentissage de cet instrument. Je me demande d'ailleurs. Il a déjà une valise chez lui. Voilà. Ouais, mais le bambou a gonflé, il faut que j'aille chercher une autre. Ah. Il cherche une invitation à Madagascar. Je ne sais pas si tu as bien compris, mais c'est ça. Il était déjà là-bas, mais il a envie de retourner, d'y retourner. Et c'est une bonne idée. Bon, et alors toi qui es musicien européen, etc., quand tu abordes cet instrument, qu'est-ce que ça fait par rapport à d'autres que tu joues? Je t'en dis plein d'ailleurs. Non, mais déjà, ce que j'aime bien dans cet instrument, c'est que c'est à la fois une logique complètement différente de la nôtre. Je disais, mais en fait, c'est une logique qui est assez proche en effet de celle d'autres instruments, parce qu'en fait, ce principe, c'est-à-dire que les notes sont rangées en alternance, comme a dit Ratzer, do, ré, do d'un côté, ré de l'autre, mi, fa, sol, etc., droite, gauche. Et en fait, c'est exactement le même logique sur les sansa, par exemple, les pianos à pouce que je joue, ou sur la kora. Et j'aime bien parce que notre façon de ranger les notes sur les instruments occidentaux comme le piano, l'instrument roi, nous semble assez logique de mettre les notes dans l'ordre. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça nous paraît hyper logique, mais là, comme ça. Là, c'est moins logique, mais je trouve que c'est plus musical justement parce qu'on a les notes consonantes qui se suivent en fait. On a l'accord d'un côté, donc on peut jouer, on peut jouer les accords qui tombent sous la main. Comme... Et tu sais, je rajoute un peu, tu sais, sur la portée par exemple. Sur la portée, si tu écris si tu écris la musique, donc tu trouves parce que là c'est la partie droite et gauche. Droite, ce sont d'après ma méthode, ce sont les chiffres impairs. Et sur ta gauche, c'est des chiffres pairs. Donc là ici, par exemple, supposons si cet instrument est accordé en ut. Donc tu as le do, mi, sol, si, ré, etc. Ici c'est ré, fa, la, ainsi de suite. Donc si tu regardes bien la portée, tu poses les notes, la tablature, et tu trouves sur les lignes, tu vois, ce sont des chiffres impairs. Et interlignes, les chiffres pairs. Donc par exemple, do sur les lignes, et interligne, c'est les chiffres pairs. Do, ré, mi, ainsi de suite. Donc c'est facile pour les étudiants après de repérer un peu quand on apprend la vallée. En tout cas, c'est un instrument précieux parce qu'il ne l'a pas lâché depuis qu'il est arrivé. On s'est promené en ville, faire 2-3 courses, rencontrer des gens, on a posé les autres sacs, mais ça, non. Ça, il garde ça. Ça, non. Non, parce que c'est un instrument hyper fragile, c'est tout. Hyper fragile, donc des fois ça peut arriver, toujours des précautions parce que ça peut arriver par exemple indépendamment de la volonté de la personne qui touche l'instrument et après tomber. Donc c'est toute une vie derrière, c'est toute une histoire, donc je suis encore en cours de tournée, c'est pas fini. J'ai une question toute bête, c'est que ça ressemble à un pilon, et moi j'ai rapporté une fois un pilon en revenant du Mali, et on m'a interdit de monter à bord de l'avion avec ça, on l'a mis en soute, etc. Tu voyages en cabine avec cet instrument? Là, je voyage en cabine. Tu as une autorisation spéciale pour cet instrument contondant? J'ai amené tout le temps en cabine. J'ai montré que c'est hyper fragile. Et des fois, au check-in, le personnel, il demande au commandant du bord. Voilà. Donc,
quand bon, les commandants de bord qui fait les trajets, les longs courriers à Paris, Tana, ils connaissent cette Mais ça- J'ai un musicien avec une valise. Une quoi? Une valise. Mais en dehors de ça, c'est un peu difficile. Donc, mon instrument était long. J'étais obligé de couper. Même la musique. Ah, donc ça, c'est l'instrument. J'adore parce que tu vois comment évolue la musique. Voilà, c'est Tu ça. vois, les contraintes, c'est En fonction fabuleux des quand règles même. Ah ouais. du transport Ouais, aérien ouais. international. Si, On a eu si, du mal souvent, s'ils avaient- on se bagarre. Et Ah, je pensais qu'il y avait une question. S'ils avaient été plus durs, il aurait tourné plus aux États-Unis. Il aurait une valise de 50 cm avec 12 cordes peut-être seulement. Tu vois. Il y a des pays où. ça, c'est le maximum. Hein. Ça, Ah ouais. c'est le maximum. Ah oui. Donc, je peux plus faire autrement parce que, Ça rentre pas parce qu'il faut que tu la rentres dans les. T'as vu? là, il faut être intelligent. Ah non, en mais ça voyage, compte pas, hein. tu mets pas ça dans les coffres à bagages. Si. Mais C'est le bien max. surveillé. Voilà. Ouais. Donc, en fait, si tu voyages avec l'Airbus Mm. ou Boeing, Pas de Boeing, publicité. Pas de publicité. ouais, je sais. Tu connais les mesures ouais. du cabine. Ouais. Et quand tu voyages avec les Boeing 777, Mm. il y a des cabines, donc tu repères aussi le numéro de places. Mm. Et quand tu fais la réservation, tu sais déjà, tu enregistres déjà ta C'est pas place. ton repas que Ouais. tu choisis, toi, c'est la place. Ouais, que- J'avais entendu que Boeing avait construit ses avions en fonction des valises, mais bon, peut-être c'est une légende ça. C'est le Bali 707. C'est une demande si c'est possible. Tu n'as plus qu'à te faire un avion spécial, privé. Hein. Il y en a d'autres qui font ça, hein. Quelques présidents par-ci par-là. Ouais, peut-être on préfère des vedettes, mais Comme ça, tu auras ton bagage d'emplacement spécial. pour l'instant. je préfère voyager avec tout le monde. C'est cool. Parce que tu peux causer avec le voisin. Quoi. Bon, voilà un peu ce qui concerne cet instrument. Siren visitata sinene, ni efta umenareta tikumbienumbenyo. Arauchutan papakamayere, umba wafalina fatstuman machuvere, ye chufranza wo ya. Chufranza wo ya. Achufranza rzuke fandau titanane ye. Achufranza wo ya. Achufranza rzuke fandau tiakane. Achufranza wo ya. Achufranza rdade fatunga taune. Achufranza wo ya. Ye kachufranza we. Achufranza wo ya. Achufranza we. Achufranza wo ya. Achufranza wo ya. Achufranza wo ya. Achufranza we. Achufranza wo. Et quand tu viens jouer de la musique ici, j'ai l'impression, d'après tout ce que j'ai lu, c'est que derrière ça, tu ne faisais pas que jouer de la musique, il y avait aussi un acte militant, quelque chose comme ça. Tu viens porter la culture malgache. Alors, tu viens ici plus pour la musique ou pour apporter la culture, ou pour les deux, c'est indissociable? En fait, il y a des gens qui me disent, c'est ce que les gens disent souvent. Ah, vous êtes l'ambassadeur de notre pays. Ouais. Et moi, j'ai répondu souvent, non, je suis missionnaire de notre pays. Je suis missionnaire de mon pays, donc multiple casquette toujours. Il y a un rôle d'un artiste, faire connaître son pays, la culture et tout ça. Mais je suis aussi porteur de messages. Et là le message, il faut savoir l'entendre à travers les sonorités. En fait, à travers les chansons, la musique, on peut faire passer beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Et moi, je pense aussi que peut-être toi, tu es d'accord avec moi, c'est notre rôle. C'est notre rôle de faire passer le message. Moi, je trouve. Et moi, en ce qui me concerne personnellement, dans mon pays, je précise bien, entre guillemets, dans mon pays, moi, je suis un artiste qui compose beaucoup. Et moi, ce qui me plaît, c'est de réaliser tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai chanté dans mes textes, quoi. Parce que
je parle de la vie quotidienne. Avec des problèmes. Tout. Mais, par exemple, mon dernier album parle de la vie des paysans. Les paysans, ils souffrent, on parle moins, mais c'est eux qui bossent beaucoup pour qu'on puisse manger des citrons. Voilà. Et on parle moins. Ça, c'est quelque chose pour moi. Et, en revanche, pour réaliser concrètement, donc on a monté un centre médical et maternité pour aider les paysans. Donc, et en plus des aussi... projets de développement en marge Exact. de ton activité. Ça, c'est l'argent de la Valie. c'est la philosophie de l'artiste. Le principe. C'est l'argent de l'artiste. Non, mais déjà, je pense que Radzer, comme il a dit, au départ, il est d'une famille de paysans et c'est quelqu'un qui reste paysan, contrairement à beaucoup d'artistes. Et je pense qu'il est très proche en cela d'un artiste que tu as bien connu, Ali Farka Touré. C'est-à-dire que ça fait partie de ces artistes qui ne se coupent pas de la source. L'album d'Ali Farka Touré s'appelle La Source et Radzer, je pense qu'il reste par choix, dans ce mode de vie traditionnel. Moi, il m'a emmené dans son village, il m'a dit voilà, là c'est mes rizières, là je suis en train de planter des nouvelles espèces d'arbres fruitiers parce que j'aimerais bien montrer aux paysans qu'on peut cultiver autre chose, donc je fais déjà dans mon champ. Et si ça marche, eh ben voilà, je vais pouvoir diffuser ça. Donc il est à la fois dans un enracinement, mais un enracinement qui est aussi ouvert sur la modernité, sur le fait, c'est pas dire, il faut comme ça, il faut que rien ne change. Non, il y a des choses qu'il faut garder dans la tradition, et puis il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Et donc il fait les choses que ce soit en effet, dans un projet de reboisement, que ce soit dans un projet de faire évoluer, de créer une structure indispensaire dans son village, que ce soit dans le fait de dire, tiens, peut-être si on a des ébus, c'est plus facile de cultiver, donc voilà, je vais prêter mes ébus aux paysans et puis après je vais leur vendre à crédit pour qu'ils. Enfin donc voilà, il y a toute cette logique derrière. C'est pas juste je suis un artiste, j'arrive là, je gagne beaucoup d'argent et puis après les autres se démerdent. Voilà, je suis un artiste donc j'ai une double responsabilité. J'ai la chance de pouvoir voyager, donc je vais d'une part aller être missionnaire, c'est-à-dire montrer que Madagascar, c'est pas juste quand on regarde en fait à Madagascar dans Google, on arrive le pays le plus pauvre de la planète, etc. Bon, si on va à Madagascar, on voit pas juste ça, c'est peut-être une des réalités, mais il y a aussi beaucoup de richesses à Madagascar, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de leçons que les Malgaches pourraient nous donner à nous autres, Européens qui sommes englués dans la morosité, dans les problèmes. Et donc il y a ce message, il est très positif, je trouve. Oui, en plus aussi, tu sais, quand on était descendu à la campagne, donc en voyant une famille, ils ont leur maison. Ils ont leur terrain à cultiver. Et moi, j'ai posé toujours la question aux amis, est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce qu'ils sont pauvres? Ils vivaient bien. Ouais. Même si c'est le minimum. Donc, ils ont l'habitude. Ils se démerdent. Donc, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est pas comme on vit en ville. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pauvres? Donc, il faut voir sur place aussi. Voilà. Tout dépend le barème. C'est-à-dire que si tu prends un barème universel, si tu prends le revenu en dollars annuel par habitant, alors tu dis, ah ouais, l'agent il gagne 5 $, je sais pas quel est le revenu annuel. Sauf qu'en effet, quand tu vas dans le pays, si tu penses par rapport aux moyens de subsistance, ou oui, c'est vrai qu'il y a une comparaison simple, c'est comparaison basique. Il y a un fonctionnaire, il a une famille, il a une grande maison, il a acheté une grande maison, et avec ses belles voitures. Il y a un paysan qui a un toit, qui a deux ébus, ils ont leur terrain, rizière et tout ça, ils cultivent. Et l'autre famille en ville, ils sont endettés. Ils payent je ne sais pas combien d'années, sa maison, sa voiture, en traite. Mais les autres familles à la campagne, ils n'ont pas de dettes. Donc ils cultivent, ils n'achètent pas. Et il va dans le champ, il récolte les légumes et tout ça, il prépare à manger. Peut-être aussi, il ne mange pas des salades, il n'y a pas d'entrée ni dessert, il n'y a pas d'apéro non plus, mais il vivait bien. Donc, voilà
la comparaison. Donc, pour moi, il y a des choses à dire. Hein. Les paysans, il a des choses à dire, l'autre aussi. Mais on oublie que malgré la situation des paysans, ceux qui bossent aussi pour que les fonctionnaires mangent. Est-ce qu'ils sont pauvres? Donc, en fait, c'est cette barème, et cette manière de comparer, cette manière de dire, voilà, cette famille est pauvre, il est riche. Donc, même les rich men, ils dorment pas bien. Parce que déjà, ils ont des soucis. Comment on fait pour cet argent-là? Donc, ils ont des soucis. Et peut-être demain, il y a des bandits qui attaquent et ils ont des soucis. C'est vrai que le critère de pauvreté, il est défini par les pays riches occidentaux, mais c'est pas forcément les mêmes critères. Voilà. Dites donc, vous avez l'air de bien vous connaître les deux. C'est la croisée des chemins, ça s'est fait. C'est mon frère blanc. C'est un peu bizarre parce que il est mon frère blanc. Et lui, il a un frère black, il a un fils black. Donc c'est tous les trois. Pourquoi tu dis blanc en français et noir en anglais? Parce pas que... dire lui, c'est mon frère white. J'ai un frère noir et lui c'est mon frère white. Ah oui, ça se dit moins, c'est vrai ça. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que ça? nous on a comment dirais-je, on a l'habitude black. Mais c'est une bonne question, mais je pense qu'il y a des mots qui sont minés. On sait très bien pourquoi. Il y a des mots qui sont minés, en effet. C'est marrant parce que il y a une très belle chanson de Jean-Roger Cossimon, Monsieur William. Il écrit où à la fin, donc c'est une chanson qui date des années 50 où il dit, ça se passe dans les rues de New York et à la fin un nègre l'attaque et tout ça. Et le mot, enfin je pense qu'à l'époque il n'y avait pas, parce qu'il y a des livres ou Petit Conte Nègre où le mot n'avait pas cette consonance péjorative et tout ça. Et sauf quand tu réécoutes la chanson aujourd'hui, chaque fois tu as un frisson parce que le mot a pris une connotation, évidemment. Donc là, la connexion, elle s'est faite. Alors pour revenir, moi j'étais aussi un voyageur. J'ai bossé quand j'avais une vingtaine d'années pour Handicap International. On a plein de connexions, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que Radzer, il avait fait des études de gestion aussi. Moi j'ai fait des études de gestion avant de venir dans la musique. Et je suis parti... qui font des études de gestion. Mais c'est important de comprendre le monde aussi dans lequel on vit. Il faut pas se laisser faire non plus par les gestionnaires justement. Et donc moi je suis allé gérer un projet justement de développement au Burkina Faso pendant 3 ans pour Handicap International. Et quand je suis rentré, j'étais un peu déboussolé par cette expérience quand même. Je rentre à Lyon et le responsable des programmes me dit tiens, on accueille un petit malgache là, voilà, on lui a payé son billet d'avion parce qu'on pense qu'il va faire quelque chose. Donc, est-ce que tu veux l'héberger chez toi? Je dis bah oui, bien sûr. Donc voilà, il me donne l'horaire d'arrivée à la Pardieu et je vais à la gare de la Pardieu, je trouve le petit malgache là, et je l'ai amené à la maison, et j'avais été voir un peu les copains, les bars autour en disant, il y a un petit malgache, il joue d'un truc, je sais pas ce que c'est, une valise, et donc il peut venir faire un concert, et donc il a commencé à lui trouver 2-3 concerts, et puis j'ai reçu que le petit malgache, c'est quelqu'un, non, il y avait du talent, et donc voilà, on s'est croisés, c'était en 93. Et puis après, le petit malgache, il a fait son trou, il a croisé la route de producteurs, de festivals. Donc tout d'un coup, j'ai vu mon petit malgache faire fouf, là, voilà, festival des musiques d'Angoulême, label, machin, disque. Après, donc j'ai lu les chroniques dans le magazine de petit malgache qui montait. Et puis voilà, j'ai suivi de loin sa trajectoire. Et puis en 2010, moi j'ai fait mon trou aussi, j'ai fait ma carrière de musicien, de facteur de chansons. J'ai été jouer un peu dans la francophonie, après j'ai été jouer au Québec, c'était un peu un rêve de me dire tiens je vais jouer en Belgique, en Suisse, le Québec, je me dis après la francophonie, je suis rentré du Québec, je dis qu'est-ce que je vais faire là. Et mon tourneur de l'époque il me dit ça te dirait une tournée à Madagascar? Je dis allons-y. Donc il organise une tournée des alliances françaises à Madagascar. Et là, j'appelle, je trouve le numéro de Radzer, c'est pas le bon numéro. Deuxième numéro, c'est pas le bon numéro. Troisième numéro, j'entends un message en malgache, je comprends rien. Radzer. Je crois que j'ai entendu Radzer, donc je laisse un message, c'est Hervé, voilà. Et quelques jours après, il me rappelait, il me dit quand est-ce que tu joues? Je dis joue demain à Antsirabé. Il dit j'arrive, voilà. Et donc il arrive à 14h à Antsirabé, ça fait 17 ans que je ne l'ai pas vu. Et donc à 17h, on était sur scène ensemble. Voilà l'histoire.
J'ai complètement oublié comment on disait merci en malgache, tu m'as appris tout à l'heure, mais j'avais envie de... Misautra. Sautra Betsaka. Misautra. Misautra. Merci beaucoup. Misautra Petsaka. Misautra Petsaka. I've been a loser, getting lost in pain. It hurts me now. I miss your words, I miss you too. I miss the light in the ceiling sky. Oh no, it's a black hole now. How could I breathe again? Live is my biggest fear without in your hand. Il n'a pas le jouer tous les jours, mais il l'a en tête.